L'appartement n'avait jamais été aussi silencieux. Aucun pas, aucun cri, aucun rire, seulement le calme. Benoît Howard entra le front plissé. L'air paraissait trop immobile. Quelque chose n'allait pas. Aucun petit garçon ne courait vers la porte. Personne ne se disputait pour un goûter ou un écran. Il posa son sac et appela Julien Théo Henry. Rien. Pièce après pièce, il chercha. La cuisine vide, la salle de jeu intacte. Son cœur s'accéléra. Où était-il? Il ouvrit la dernière porte et se figea. Ils étaient à genoux, trois petites têtes penchées, les mains jointes, et à côté d'eux, Claire, la femme de ménage, qu'il remarquait à peine d'habitude, menait ses fils dans une prière. Et à cet instant, dans la pièce, la plus douce de la maison, Benoît Howard, milliardaire de la technologie, président d'un grand groupe coté au CAC 40, sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Depuis 4 ans, il n'avait pas pleuré, même pas, lorsqu'ils avaient enterré sa femme. Mais debout sur le seuil, regardant ses enfants parler à un Dieu qu'il n'avait plus évoqué depuis des années, les larmes vinrent. Benoît ne reconnaissait plus cette version de son foyer. Non à cause du décor, mais parce que la paix n'y avait jamais habité. Pas depuis l'accident. Il avait eu autrefois une épouse, nommée Émilie. Chaleureuse, lumineuse, patiente. Elle transformait le bruit en musique. Elle faisait que les garçons se sentent vus. Et puis, un jeudi pluvieux de novembre, elle était partie. Après les funérailles, Benoît fit ce qu'il savait faire le mieux, disparaître dans le travail. Les actions montèrent, et le silence aussi. Il se persuada que les enfants allaient en bien, que les professeurs particuliers, les gardes et les gouvernantes suffisaient. Que le chagrin finirait par passer. Mais il ne passa pas. Les triplés, Julien Théo et Henri, grandirent de plus en plus en colère. L'un cassait ses jouets, l'autre cessa de parler. Le dernier demandait chaque soir pourquoi Dieu n'avait pas sauvé maman. Et les gouvernantes, aucune ne restait. Jusqu'au jour où une femme douce, venue du sud de la France, se présenta avec une serpillière, un sourire discret et aucune raison de s'attarder. Elle s'appelait Claire Martin. Elle n'était censée être qu'une employée de maison. Mais l'amour ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il entre simplement et décide de rester. Benoît n'avait pas prévu de rentrer tôt ce soir-là. Le contrat de Londres venait d'être signé plus vite que prévu, et pour une fois, il n'avait pas envie de passer une nuit de plus à l'hôtel. Il demanda à son chauffeur de le ramener directement à Paris. Il n'appela personne. Il n'en avait pas envie. La semaine avait été longue. Salle de conseil, poignée de main, discussion de chiffres, le vacarme habituel de sa vie. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur son appartement haussmannien, il entra dans quelque chose d'inconnu, le silence. Pas de dessins animés à la télévision, pas de jouets éparpillés dans le couloir, pas de cris, pas de pleurs, pas de pas, juste de l'air. Calme, immobile. Il posa lentement sa mallette. Les garçons, appela-t-il. Pas de réponse. Il vérifia la cuisine, le balcon, même la buanderie. Rien. Sa voix se fit plus sèche. Théo, Julien, Henri. Toujours rien. Le silence s'épaissit, tirant en lui une douleur ancienne qu'il n'osait pas nommer. Il s'engagea dans le couloir, une dernière porte devant lui. Il tendit la main vers la poignée, s'attendant à trouver du désordre derrière. Mais quand la porte grinça, il ne bougea plus. 3 petits garçons à genoux, les mains jointes, les yeux clos, et à côté d'eux, Claire. Ses yeux étaient fermés, sa voix à peine un souffle. Ce fut Théo qui murmura le premier. « Merci Seigneur de m'avoir aidé à ne pas être trop en colère aujourd'hui. » Puis Julien. « Merci pour Claire, et parce que mon ventre fait moins mal maintenant. » Henri se contentait de lui tenir la main, les yeux pleins d'une chose que Benoît n'avait pas vue depuis longtemps, la paix.
Il ne parla pas, ne bougea pas. Il regarda seulement. Il n'y avait pas de logique, pas de stratégie, juste le son de ses enfants, faisant confiance à quelqu'un qui n'avait jamais promis de rester, mais qui était resté quand même. Sa poitrine se serra, ses yeux brûlèrent. Et là, sur le seuil de la chambre d'enfant, Benoît Howard pleura, silencieusement, entièrement. Le même homme qui signait des contrats à plusieurs milliards et gardait un visage impassible aux funérailles, s'agrippait maintenant à l'encadrement d'une porte tremblant de l'intérieur. Et aucun d'eux ne le vit. Il continuait à prier. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il s'assit seul dans la salle de bain d'amis, celle qu'Émilie remplissait autrefois de bougies et de parfums. Il ouvrit le robinet pour couvrir le bruit de sa respiration. Sa voix à elle revint comme un murmure. L'argent bâtit des murs, Benoît, mais l'amour les fait tomber. Il ne s'était pas effondré depuis des années. Mais au fond de lui, il sut ce moment n'était pas une chute. C'était un commencement. À 6 heures du matin, Benoît entra dans la cuisine avant que les garçons ne se lèvent. Il fit du café, brûla les tartines, et quand Claire entra encore à moitié endormie son carnet contre elle, elle s'arrêta surprise. Il leva les yeux rougis, mais clairs. « Je vais rester pour le petit déjeuner », dit-il, et sa voix se brisa presque sur le mot « rester ». Les triplés arrivèrent quelques minutes plus tard, bruyants pieds nus. Puis ils se figèrent. « Papa », Théo cligna des yeux. « Pourquoi tu es là ?» Il sourit. « Pour de vrai, pour la première fois depuis longtemps. Vous m'avez manqué. » Ils ne le crurent pas tout de suite. Pas vraiment. Mais ils s'assirent quand même. 3 bols, une tartine brûlée. Un silence qui cette fois ne pesait pas. Et dans ce calme, Benoît comprit une chose, il n'avait pas construit une vie. Il en avait fui une. Et la personne qui l'avait ramené n'avait jamais été sur la liste de paix. 3 ans plus tôt, l'appartement ressemblait à un musée, non pas de beauté, mais de silence. Après les funérailles d'Émilie, la chaleur s'était envolée vite, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre, et que tout ce qui était doux avait été aspiré par le vent. Benoît combla le vide par le contrôle. Il resserra ses routines, rallongea ses réunions, étouffa les souvenirs par le mouvement. Il se disait que s'il allait assez vite, le deuil ne le rattraperait pas. Mais le deuil n'a pas besoin de permission. Il reste tapi dans les coins, dans les jouets intacts, le linge plié à moitié, le son creux des enfants qui font semblant d'aller bien. Les triplés. Julien, Théo et Henri avaient 5 ans quand ils perdirent leur mère. Et d'une certaine manière, ils perdirent aussi leur père ce jour-là. Il devint un étranger en costume, sur mesure silencieux, distant une ombre avec un portefeuille. Les gouvernantes vinrent et partirent. La plupart ne restaient pas assez longtemps pour défaire leurs valises. Elles ne supportèrent pas les crises, les regards fixes, les éclats de larmes sans raison apparente, jusqu'à ce qu'on comprenne les garçons n'étaient pas en colère. Ils étaient brisés. Une gouvernante partit le jour où Julien lança un verre contre le mur. Une autre gouvernante partit la nuit où Théo monta sur la rambarde du balcon, simplement pour voir si Dieu était là-haut. Henri ne parla plus pendant des semaines, après qu'une autre s'en fût allée au milieu d'une histoire. L'agence cessa d'envoyer ses meilleurs employés. Puis elle cessa d'en envoyer tout court. La mère de Benoît et Lénore croyait en l'ordre, l'image, la discipline. La structure réglera tout, disait-elle souvent. Elle établit donc des plannings, valida des menus, engagea des professeurs de bonne manière, tout sauf ce dont ils avaient besoin. L'amour ne suit pas les tableaux, et le chagrin n'obéit à personne. Éléonore ne comprenait pas, et Benoît non plus. Il ne contredit pas sa mère. Il hocha simplement la tête et partit à sa prochaine réunion. Un jeudi après-midi, une nouvelle femme de ménage arriva. Elle n'était pas attendue. Pas d'entretien, pas de vérification,
juste un remplacement de dernière minute envoyé par une agence désespérée. Elle s'appelait Claire Martin, 29 ans, voix douce. Les cheveux relevés sans référence ni diplôme, seulement un « bonjour » discret et un carnet serré contre elle. Benoît leva à peine les yeux de son téléphone. « Laissez-la nettoyer », dit-il. « On verra combien de temps elle tient. » Le premier jour fut un chaos. Henri renversa du jus sur sa serpillière. Théo l'enferma dans le placard à produits. Julien jeta son téléphone à la poubelle. Elle ne cria pas, ne sursauta pas. Elle ramassa les morceaux, nettoya ce qu'elle pouvait, puis s'assit par terre, jusqu'à ce que les garçons cessent de lancer des objets. Cette nuit-là, ils s'attendaient à ce qu'elle parte. Tout le monde partait. Mais, à la place, elle entra dans leur chambre, rapprocha les 3 lits et s'assit en tailleur au bord du matelas. « Vous pouvez crier, » dit-elle doucement. « Vous pouvez me repousser, m'ignorer, me dire de partir. » Elle fit une pause. « Mais moi, je ne partirai pas. » Les garçons la fixèrent incertains. Devait-il la croire? Le voulait-il seulement? Personne ne leur avait jamais dit cela. Alors elle raconta une histoire, celle de 3 lionceaux qui avaient perdu leur mère, mais qui étaient restés ensemble dans la savane et avaient appris à se protéger les uns les autres. À la fin, Théo s'était rapproché d'elle. Julien faisait semblant de ne pas écouter. Et Henri lui glissa sa main sous la couverture pour attraper celle de son frère. Un petit geste, mais quelque chose venait de changer. Éléonore ne fut pas impressionnée. « Elle est trop jeune », déclara-t-elle. « Aucune formation, aucun diplôme. » Benoît s'en moquait. « Elle est juste là pour faire le ménage », répondit-il. « Elle ne restera pas longtemps. » Mais la façon dont il prononça ces mots, comme s'il n'en était déjà plus sûr, resta suspendue dans l'air comme de la poussière dans une pièce tranquille. Car pour la première fois depuis des mois, quelque chose de doux venait d'entrer dans le froid. À la fin de sa première semaine, la plupart des gens auraient débouclé leurs valises. Pas Claire. Elle ne broncha pas quand Julien hurla parce qu'elle avait mal plié sa couverture. Pas quand Théo claqua la porte si fort qu'il fissura le cadre. Pas même quand Henri resta des heures les bras croisés, les yeux humides, refusant de dire un mot. Le chaos n'était pas nouveau pour elle. Elle l'avait déjà vu dans des maisons où l'amour s'en va trop tôt et où les enfants remplissent le vide avec du bruit. Mais ici, c'était plus profond. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était du chagrin. Et comme personne n'avait eu le courage de s'y asseoir, elle le fit. Quand Théo renversa des céréales sur le sol de la cuisine, elle ne s'emporta pas. Elle lui tendit une serviette, s'agenouilla à côté de lui, et ils nettoyèrent ensemble. Quand Henri jeta son carnet à la poubelle, elle le récupéra, l'essuya et laissa sur son oreiller un petit mot. « Je suis toujours là. » Un soir, Julien surgit dans le couloir, les joues couvertes de larmes. Il la pointa du doigt et cria « Tu vas partir comme les autres, hein ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha, s'assit par terre et leva calmement les yeux vers lui. « Non, dit-elle. Tu peux me repousser, me tester, me dire que tu me détestes. » Une pause. « Mais je ne partirai pas. Je resterai jusqu'à ce que tu me croies. » Personne ne lui avait jamais dit ça. Julien ne pleura pas davantage. Il ne s'adoucit pas non plus. Il resta là à la regarder jusqu'à ce que sa respiration se calme. Puis il s'éloigna, mais laissa la porte entr'ouverte derrière lui. Cette nuit-là, Claire fit quelque chose de différent. Elle rapprocha les 3 lits des garçons côte à côte, transformant la chambre en un grand cocon de douceur. Elle s'assit au bord et raconta une histoire simple, celle de 3 petits moineaux perdus dans une tempête qui retrouvèrent leur nid en restant proches les uns des autres. Sa voix était douce,
Pas celle d'une institutrice, ni d'une autorité, juste celle de quelqu'un qui se souciait d'eux. Théo leva les yeux au ciel, à mi-chemin du récit, mais ne bougea pas. Julien se glissa plus profondément sous la couverture. Henri, le silencieux, tendit la main et attrapa celle de son frère. Pas un mot, juste ce geste petit mais courageux. Le lendemain matin, Claire trouva sur son oreiller un caillou gris minuscule, avec un visage souriant, dessiné en crayon rouge. Pas de mots. Elle n'en avait pas besoin. Henri parlait simplement autrement. Les jours ne devinrent pas plus faciles, mais ils commencèrent à changer. Claire remarqua des choses que personne d'autre ne voyait. Julien n'aimait pas le bruit. Alors, quand l'orage grondait, elle fredonnait doucement dans le couloir jusqu'à ce qu'il s'endorme. Théo adorait dessiner, alors elle économisa un peu de son salaire et lui acheta un carnet de croquis. Henri collectionnait de petits cailloux. Elle lui donna des bocaux, l'aida à les étiqueter. Pas de grands gestes, juste assez pour qu'il se sente vu. Elle ne prêchait pas, ne remplissait pas le silence de paroles. Mais parfois, avant le repas, elle fermait les yeux et murmurait une prière discrète. Les garçons le remarquaient. Ils ne participaient pas, mais ils observaient. Un après-midi, quand Julien trouva Henri en larmes, il n'appela pas à l'aide. Il s'assit près de lui, posa un caillou dans sa main et chuchota. « Ce n'est pas grave. Claire dit qu'on peut parler à Dieu même quand on est en colère. » Claire entendit depuis le couloir. Elle ne dit rien. Elle sourit, seulement essuyant une larme. À la fin de la 2e semaine, les murs ne résonnaient en plus autant. Les colères s'adoucirent. Le silence pesa moins. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'enfin, quelqu'un restait assez longtemps pour aimer. Benoît, lui, ne remarqua presque rien. Il était à Genève, puis à Milan, puis en réunion sans fin à Bruxelles. Il partait encore avant le lever du soleil et ne rentrait qu'après que les garçons se soient endormis. L'appartement restait impeccable, l'emploi du temps rigide. Pourtant, quelque chose d'indicible commençait à éclore. Dans les petites prières, dans les mains serrées, dans les histoires du soir, parlant de tempêtes et de tortues, et dans ces silences où personne ne regardait 3 cœurs brisés, commençaient à guérir. Claire n'éleva jamais la voix. Elle ne promit rien, ne menaça pas, ne négocia pas. Elle observait simplement doucement, attentivement, comme seules les personnes qui ont grandi sans attention savent le faire. Elle remarqua que Julien retenait toujours son souffle pendant les orages. Alors quand le ciel s'assombrissait, elle s'asseyait près de sa porte et fredonnait de vieux cantiques à voix basse, juste assez fort pour qu'il les entende. Parfois il fredonnait en retour, mais seulement quand il croyait qu'elle ne l'écoutait pas. Elle remarqua les mains de Théo, toujours en mouvement. Quand il était contrarié, il déchirait des serviettes, tapotait la table, gribouillait sur des bouts de papier. Alors, elle lui acheta un vrai carnet à dessin, payé avec les pourboires de son second travail du week-end. Elle le posa sur son lit, avec un mot. « Tu n'as pas besoin de parler, tu peux le dessiner. » Ce soir-là déjà, les pages étaient remplies. Quant à Henri, il parlait à peine, mais collectionnait des choses minuscules cailloux du parc, capsules feuilles séchées. Claire rapporta 3 petits bocaux, les posa sur son rebord de fenêtre et les étiqueta choses qui comptent. Henri ne dit rien, mais le lendemain, le premier bocal contenait un galet lisse et le second une photo de sa mère. Elle ne posa pas de questions, ne fit aucun commentaire. Elle épousseta simplement la tablette et veilla à ce que les bocaux restent là où il les avait mis. Il n'y eut pas de grand bouleversement, pas de miracle, juste des glissements silencieux que personne ne voyait vraiment. Chaque après-midi, quand les garçons rentrèrent de l'école, un petit goûter les attendait, pas parce qu'elle y était obligée, mais parce que cela leur donnait le sentiment d'être attendus. Théo aimait les pommes. Julien détestait la peau. Henri,
les préférait tranchées, en fine lune parfaite. Elle se souvenait de tout. Un jour, elle tendit à Julien son assiette, les tranches parfaitement épluchées. Il la regarda surpris. « Comment tu sais que je n'aime pas la peau ?» demanda-t-il. Elle sourit. « J'écoute. » Le vendredi, elle sortait une vieille boîte en carton remplie d'outils de jardinage usés. Elle emmena les garçons sur le balcon, un espace décoratif, plus qu'un lieu de vie, et leur donna à chacun un pot. « Nous allons planter quelque chose, » dit-elle. Ils froncèrent les sourcils. Julien leva les yeux au ciel. Théo soupira. « C'est nul. » Mais Henri lui toucha la terre, comme si elle était sacrée. Ils plantèrent 3 petits arbres de simples jeunes pousses. Claire s'agenouilla près d'eux et dit « Chaque jour on les arrose, on en prend soin, et un jour ils seront grands comme vous. » Elle fit une pause. Les choses ne poussent pas parce qu'on le veut. Elles poussent parce qu'on est là. Les enfants ne comprirent pas tout, mais ils arrosèrent quand même. La nuit, quand la maison se taisait, elle s'agenouillait à son tour et priait doucement. Toujours pour les garçons, parfois pour Benoît, même s'il ne le savait pas. Et quand les enfants commencèrent à poser des questions sur la douleur sur Dieu, sur les départs, elle ne donna pas de réponse. Elle donna de l'espace et proposa une prière. « Si tu es en colère contre lui, dis-le lui, » dit-elle un soir à Julien. Il est assez grand pour l'entendre. Julien ne répondit pas, mais plus tard, elle le vit chuchoter dans son oreiller, les mains jointes sous le menton, comme de petites ailes. L'appartement commença à changer, pas dans son apparence, mais dans son âme. Les garçons se disputaient encore, pleuraient encore, manquaient encore leur mère. Mais désormais, quelqu'un les voyait, quelqu'un restait. Éléonore le remarqua aussi. Elle vit les visages des enfants s'adoucir, la lumière revenir dans leurs yeux. Elle ne dit rien, se contenta de plisser légèrement le regard quand Claire entrait dans une pièce. Pour elle, une domestique devait être invisible, efficace, professionnelle. Mais Claire, elle n'était pas invisible. Elle devenait essentielle. Benoît, lui, ne remarquait toujours rien. Trop occupé, trop loin, trop distrait. Mais s'il s'était arrêté vraiment arrêté, il aurait vu ce qui poussait juste au bord de son contrôle. Car sur un balcon tranquille, 3 petits arbres apprenaient à s'élever. Et dans une chambre au bout du couloir, 3 garçons apprenaient ce que c'est d'être aimé sans condition. Benoît n'avait pas prévu de s'arrêter. Il passait simplement devant la chambre des enfants pour récupérer un dossier dans son bureau. C'était le plan 10 minutes à la maison, puis retour à l'aéroport. Mais quelque chose le fit s'immobiliser. Il entendit une voix, basse posée, ni des pleurs, ni des cris, une prière. Il s'approcha. La porte était entr'ouverte d'1 centimètre. À l'intérieur, il les vit ses fils à genoux, les mains jointes, les yeux fermés. Claire était avec eux, sa voix un souffle. « Même quand la vie fait mal, Dieu reste proche, » disait-elle doucement, « même si on ne le sent pas. » Théo parla ensuite. « Merci pour Claire. S'il te plaît, ne la laisse pas partir comme les autres. » Benoît se figea. La phrase le frappa de plein fouet, non par les mots, mais par la profondeur d'où elle venait. Julien ajouta « Merci de m'avoir aidé à ne frapper personne cette semaine. » Claire rit tout bas sans ouvrir les yeux. Et puis, le plus discret de tous, Henri murmura « Merci pour aujourd'hui. Ça faisait moins mal. » Benoît recula d'1 pas. Sa main s'agrippa au mur. Il eut l'impression d'interrompre quelque chose de sacré, un espace où il n'avait plus sa place depuis longtemps, pas depuis les funérailles. Il entra dans la salle de bain d'amis et s'assit sur le bord de la baignoire. Ses mains tremblaient, sa respiration courte. Il n'avait pas prié depuis la mort d'Émilie. Non qu'il eût cessé de croire,
mais parce qu'il ne savait plus quoi dire. Et si Dieu avait été là cette nuit-là, pourquoi n'avait-il rien fait? Il fixa son reflet dans le miroir. L'homme en face de lui était fatigué, riche, oui respecté, oui mais épuisé et terriblement seul. Il pensa à Émilie, à son rire, à sa force tranquille, à la façon dont elle murmurait au-dessus des berceaux des garçons, même quand elle tenait à peine debout. Elle aurait aimé Claire, aurait su la voir bien avant lui. « L'argent bâtit des murs, Benoît, » disait Émilie autrefois. Mais l'amour, lui, les fait tomber. Il avait souri à l'époque avant de l'embrasser sur le front. Maintenant, ses mots sonnaient comme une prophétie. Ce soir-là, il ne retourna pas travailler. Il resta. Pour la première fois depuis des années, il s'assit à table avec ses fils. Les garçons stupéfaits le fixaient. « Tu t'es perdu » demanda Julien. Benoît faillit rire. Il prit une fourchette, fit signe pour qu'on lui passe la purée, et répondit « Non, je suis chez moi ». Le lendemain matin, il était encore là. Il aida Théo à nouer ses lacets à l'envers, mais ça comptait. Il écouta Julien parler d'un jeu vidéo avec trop de niveau. Il attendit qu'Henri dise un mot. Il ne parla pas, mais il sourit, et c'était suffisant. Dans la cuisine, Claire le regarda prudemment. Elle n'était pas sûre que cela durerait. Personne ne restait jamais, surtout pas le père. Mais quand Benoît croisa son regard, son visage n'avait plus cette distance habituelle. Il portait quelque chose de plus doux du regret et un peu d'espoir. « Merci, » dit-il doucement, « pour tout ça. » Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle hocha simplement la tête et versa le café. À la fin de la semaine, Benoît avait annulé 2 réunions et manqué un vol. Éléonore le remarqua, elle remarquait toujours tout. Elle passa déjeuner, observa l'appartement comme un pays étranger et déclara « Tu changes tes habitudes. » Benoît haussa les épaules. « Je rattrape mon retard. »« Sur quoi ?» demanda-t-elle. Il regarda les garçons blottis sur le canapé, à côté de Claire devant un dessin animé. Sur ma vie. Éléonore n'aima pas cette réponse. Elle pinça les lèvres, redressa son collier de perles et changea de sujet. Mais Benoît, lui, ne détourna plus jamais le sien. Ce soir-là, quand il borda les garçons maladroitement, Théo attrapa son poignet. « Tu repars demain. » Benoît hésita. « Non, je reste. » Théo ne dit rien d'autre. Mais sa main se relâcha et il se retourna avec un soupir, comme s'il avait retenu son souffle depuis des années. Benoît resta là un moment à les regarder dormir. 3 garçons, 3 petits arbres qui commençaient enfin à pousser. Ce n'était pas parce qu'il restait à la maison, c'était parce que quelqu'un d'autre l'avait fait avant lui. Éléonore Howard ne frappait jamais ni aux portes ni dans les conversations. Elle arriva exactement quand les garçons finissaient leur petit déjeuner, parés de perles et d'un parfum trop fort pour le matin. Benoît au comptoir versait du lait dans des bols dépareillés. Il leva les yeux surpris. « Maman. » Elle sourit un sourire mesuré. « Eh bien, je vois qu'on découvre les joies domestiques. » Elle s'assit sans demander, posa son sac sur la table et inspecta la pièce comme un juge entrant dans une salle d'audience. Les garçons levèrent un instant les yeux, puis replongèrent dans leur cuillère. Seule Claire la salua d'une voix douce. « Bonjour, Madame Howard. » Éléonore répondit d'un simple signe de tête. Elle attendit que les enfants partent à l'école avant de dire ce qu'elle pensait. « Tu restes beaucoup à la maison ces temps-ci. » Benoît ne répondit pas tout de suite. Il rinçait la vaisselle, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. « J'essaie quelque chose de différent, » dit-il. « J'essaie d'être là. » Éléonore arqua un sourcil. Et ce changement soudain n'aurait rien à voir avec la femme de ménage, n'est-ce pas? Sa voix n'était pas cruelle, juste tranchante. Benoît ferma le robinet, s'essuya lentement les mains.
Elle n'est pas juste la femme de ménage, dit-il. Elle aide les garçons comme personne ne l'a fait avant. Les aider comment? Demanda Éléonore. Tu crois que les prières et les histoires du soir remplacent la discipline? Il la regarda vraiment. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de plus de structure. Peut-être qu'ils avaient juste besoin d'être vus. Les lèvres d'Éléonore se pincèrent. Elle sortit un dossier de son sac. Voici Camille Silvers, diplômée de la Sorbonne, membre du conseil de la Fondation pour l'enfance. Bonne famille, aucune complication. Benoît cligna des yeux. Tu me fais des présentations maintenant. Je pense à ton avenir. Et au leur. Il ne s'emporta pas, ne cria pas. Il secoua simplement la tête. Claire fait partie de cette famille, maintenant que tu le veuilles ou non. Éléonore marqua une pause. Son visage resta impassible, mais sa voix se fit plus froide. Elle nettoie les sols, Benoît. Ne confonds pas la gratitude avec autre chose. Ce soir-là, Benoît ne parla pas à Claire de cette conversation. Mais elle le sentit, dans la façon dont Éléonore l'avait regardé, comme une tache sur une vitre. Claire connaissait bien ce regard. Dans les magasins où on la suivait du regard, dans les ascenseurs, où personne ne parlait dans les maisons, où l'on souriait à son arrivée, et où l'on fermait les verrous derrière son dos. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait des garçons. Et elle ne voulait pas être la raison d'une nouvelle blessure. Quelques jours plus tard, Éléonore l'appela directement. « Déjeuner, dit-elle. Juste nous deux. » Claire ne voulait pas y aller, mais elle y alla par respect et peut-être par peur. Pas d'Éléonore, mais de ce qui pourrait arriver si elle fuyait. Le restaurant était froid tout en verre et nappe blanche. Éléonore était déjà assise. Elle ne la salua pas, se contenta de désigner la chaise en face. La conversation fut polie, mesurée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Éléonore fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un chèque. 500 000 €. Recommencez ailleurs, dit-elle calmement. Personne n'a besoin de savoir. Je vous offre un avenir loin de tout ça. Claire ne toucha pas à l'enveloppe. Elle joignit les mains petites mais stables et regarda Éléonore dans les yeux. « Je ne suis pas venue ici pour votre fils, » dit-elle doucement. « Je suis restée pour les garçons. » Éléonore pencha la tête. « Vous vous trompez vous-même. »« Oh, madame, » répondit Claire. « C'est vous qui confondez l'amour avec la position. Ce n'est pas la même chose. » Elle ne termina pas son plat, n'attendit pas le dessert. Elle se leva, laissa l'enveloppe sur la table et sortit dans la lumière de l'après-midi, le cœur fissuré. Car pour la première fois, elle comprit qu'un sentiment était en train de naître en elle, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Peut-être de l'amour. Et peut-être que c'était un problème. Cette nuit-là, Claire fit sa valise. Une petite. Elle ne dit rien aux garçons. Ne laissa pas d'adieu, seulement 3 petits mots sur leurs oreillers, un pour chacun. « Je vous aime. Pardon. Continuez à grandir. » Puis elle quitta l'appartement avant que le soleil ne se lève. Ce matin-là, l'air était différent. Pas plus bruyant, pas plus en désordre, simplement creux. Comme si quelque chose avait été soulevé, emportant la chaleur avec lui. Benoît ne le remarqua pas tout de suite. Il s'était levé tôt, versait du jus d'orange, brûlait les tartines, essayant de préparer le déjeuner de Théo sans transformer le sandwich en désastre. Il jeta un œil à l'horloge du couloir. Claire était d'ordinaire déjà dans la cuisine à cette heure-là. Il ouvrit le garde-manger, rien. Vérifia le balcon vide. « Les garçons » appela-t-il. « Où est Claire ?» Julien leva les yeux du canapé. « Elle n'est pas venue ce matin. » Théo cessa de mâcher. « Peut-être qu'elle a trop dormi. » Henri se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant quelque chose dans sa main, un petit papier froissé plié en deux. Il ne dit rien,
le tendit simplement à son père. Benoît le déplia lentement. 3 lignes écrites de la main de Claire. Je vous aime. Pardon. Continuez à grandir. Son cœur se serra. Il relut. Encore et encore. La voix de Julien fendit le silence. Elle l'avait promis. Théo se leva d'un bond. Elle avait dit qu'elle resterait. Sa voix se brisa, la colère montant dans ses yeux. Henri recula dans un coin, la mâchoire serrée, le billet tremblant encore entre ses doigts. Benoît les regardait, 3 petits garçons, à nouveau abandonnés. Pas par choix, pas par méchanceté, mais le résultat était le même. Leur refuge avait disparu. Théo lança sa boîte à goûter à travers la pièce. Elle heurta le mur et se brisa. « Personne ne reste jamais », cria-t-il. Julien donna un coup de pied dans un placard. Henri s'effondra au sol pâle et muet. Benoît ne cria pas. Il ne se précipita pas pour ranger. Il resta debout, la lettre à la main, la gorge serrée. « Ce n'était pas qu'une employée », murmura-t-il. « Mon Dieu, elle a sauvé cette famille. » Alors tout lui revint, les prières, les rires, la douceur, les plantes du balcon, les tranches de pommes sans peau, les bocaux sur le rebord de la fenêtre d'Henri, tout. Claire. Il marcha droit jusqu'à la chambre de sa mère. Éléonore était assise à sa coiffeuse, ajustant ses boucles d'oreilles, comme si le monde continuait de tourner selon sa volonté. « C'est toi ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête calme. « Je lui ai simplement demandé de réfléchir à ton avenir. » « Tu as acheté son silence ?» Sa voix ne monta pas, mais se brisa au milieu. Éléonore se leva lentement. « J'ai protégé ton nom. Tes fils n'ont pas besoin d'un scandale. »« Non, » dit-il en s'approchant. Ils avaient un besoin d'elle, d'une personne qui les regarde dans les yeux et ne détourne pas le regard quand ils souffrent. « Elle n'est pas des nôtres, Benoît. » Il secoua la tête. « Voilà bien ton problème. » Il attrapa ses clés, appela l'agence. Rien. Pas d'adresse, mais un vieux dossier enfoui dans la paperasse Aix-en-Provence, son village natal. Un numéro qui ne fonctionnait plus. Le soir venu, il avait préparé une valise. Les garçons étaient assis près de la porte d'entrée, en silence. Aucun ne demanda où ils allaient. Ils le savaient déjà. 9 heures de route, 3 garçons, un père qui apprenait enfin à en être un. Ils dormaient à peine. Ils prièrent, ils se disputèrent, ils pleurèrent. Et entre 2 silences, ils parlèrent d'elle, des histoires du soir, du carnet de dessin, des cailloux dans les bocaux. Ils se souvenaient de tout, du moindre détail. Parce que l'amour laisse des empreintes même dans le silence. Ils arrivèrent à Aix un peu après-midi. Une petite rue des maisons modestes, des jardins avec des carillons et des boîtes aux lettres de travers. Benoît frappa à une porte. Une femme âgée ouvrit le tablier couvert de farine. Elle regarda les garçons et sourit doucement. « Vous venez pour Claire, n'est-ce pas ?» Benoît acquiesça. « Elle n'est pas ici. Elle est à l'église. » Les garçons ne l'attendirent pas. Ils coururent. Benoît suivit. Et quand ils poussèrent les lourdes portes de bois, elle était là devant l'autel à genoux, les mains jointes, la tête penchée, priant comme toujours, même quand personne ne la voyait. Claire. 3 voix, un seul cri. Il résonna dans la chapelle. Elle se retourna et tout son visage se décomposa surprise, puis larmes, puis joie. Ils se jetèrent dans ses bras, en même temps la serrant sanglotant, retrouvant refuge. Et derrière eux, Benoît resta immobile. Puis doucement, il avança. « Je ne sais pas ce que tout cela doit être, » dit-il à voix basse. « Mais je sais une chose, sans toi, nous ne sommes pas entiers. » Le matin de son départ, la maison s'était effondrée. Pas les murs, pas les meubles, les gens. Théo avait trouvé la chambre vide, le premier.
Il resta dans l'embrasure, le lit impeccablement fait, le carnet disparu, le placard ouvert, comme si elle n'avait jamais été là. Il se retourna lentement vers Julien. « Elle est Martas, et elle est partie. » Julien cligna des yeux. « Non, elle a dû sortir. » Mais Henri, silencieux comme toujours, entra derrière eux tenant une couverture que Claire repliait chaque soir. Il ne dit rien. Il s'assit par terre et ne se releva pas. À midi, Théo avait donné un coup de pied dans le mur du couloir. Julien s'était enfermé dans la salle de bain. Henri refusait de manger. La maison n'avait jamais été aussi bruyante, ni aussi vide. Benoît essaya de rester calme, de les distraire, jouait pizza promesse, rien n'y fit. Les garçons ne faisaient pas une crise. Ils pleuraient. Et cette fois, ils savaient exactement ce qu'ils avaient perdu. Quelqu'un qui restait, qui les voyait, qui ne traitait pas l'amour comme un emploi. Pendant le déjeuner, Théo hurla « Juste comme maman !» La pièce tourna un peu. Et quand Julien lança son assiette intacte contre le mur, Benoît ne cria pas. Il alla simplement à l'évier, agrippa le rebord et murmura. Elle leur avait promis de rester. Plus tard, il entra dans la chambre vide de Claire. Il n'y restait rien, sauf le parfum de sa lotion sur les rideaux et un dessin au crayon coincé entre le mur et la commode, sûrement celui d'Henri, 3 petits arbres alignés des racines du soleil et une femme au milieu, les bras ouverts. Benoît s'assit sur le lit et pleura. Ce soir-là, il frappa à la porte de sa mère. Éléonore ouvrit déjà prête, pour le dîner perle au cou boucles d'oreilles assorties. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elle soupira. « Je ne veux pas me disputer, Benoît. » Il ne la laissa pas finir. « C'est toi. » Elle redressa le menton. « J'ai pris la bonne décision. On ne mélange pas la famille et le personnel. » Elle n'était pas du personnel, cria-t-il presque. Elle était notre guérison. Éléonore croisa les bras. Ils s'en remettront. Les enfants oublient. Benoît la fixa, un goût amer, au fond de la gorge. Non, ils n'oublient pas. Ils portent tout ça comme des pierres dans un sac même adulte. Le silence entre eux fut glacé, tranchant définitif. Puis il se détourna et partit. Il n'avait pas de plan, seulement une phrase tournant en boucle dans sa tête. On va la retrouver. Il fit sa valise, légère, glissa quelques chemises, prit le dessin, ne prévint personne. Il se posta dans l'embrasure de la chambre des garçons et dit « Habillez-vous, on part pour la Provence. » Le trajet fut long. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Pas au début. Théo regardait par la fenêtre, les bras croisés. Julien gardait ses écouteurs sans musique. Henri, à l'arrière, serrait un petit caillou dans son poing. Vers Lyon, Benoît quitta l'autoroute. Les enfants somnolaient. Il sortit de la voiture, entra dans la petite station-service et s'arrêta devant le miroir. L'homme qui le regardait n'était plus soigné ni impassible. Mais pour la première fois depuis des années, il était vrai. Il retourna à la voiture, démarra le moteur et murmura « On la ramène à la maison ». Quand ils arrivèrent à Aix-en-Provence, le soleil commençait à descendre, jetant des ombres dorées sur les marches du porche. Une femme ouvrit la porte, plus âgée, les yeux doux, le tablier couvert de farine. « Madame Martin » demanda Benoît. Elle sourit tendrement. « Vous devez être les Howard. » Les garçons s'avancèrent, pleins d'espoir silencieux. « Elle n'est pas ici, » dit la femme. « Elle est à l'église. Elle y va toujours quand son cœur est lourd. » Benoît n'hésita pas. Il n'eut besoin d'aucune indication. Il fit demi-tour, ses mains fermes sur le volant pour la première fois de la semaine. L'église était presque vide quand ils arrivèrent. La lumière filtrait à travers les vitraux, colorant les bancs de rouge et de bleu. Ils avancèrent lentement. Personne ne parla.
À l'avant, agenouillée seule, se trouvait Claire. La tête baissée, les mains jointes, sans se douter de rien, jusqu'à ce qu'elle l'entende. Un murmure, un sanglot, une voix qui prononçait son nom. Claire. Elle se retourna et les garçons coururent. Tous les trois, les bras grands ouverts, le cœur plein les larmes aux yeux. Elle les attrapa, les serra, enfouit son visage dans leurs épaules. Ils ne posèrent pas de questions, ne demandèrent pas pourquoi. Ils s'accrochèrent simplement, parce que le foyer venait de les retrouver. Claire ne bougea pas. Les enfants s'étaient enroulés autour d'elle, agrippés comme si leur monde en dépendait, et peut-être qu'en un sens, c'était vrai. Ses bras les entouraient avec la même force, ses yeux fermés, ses larmes silencieuses. Personne ne dit « Tu m'as manqué ». Ce moment était la phrase. Benoît resta à quelques pas, les mains dans les poches, regardant la seule scène qui lui avait jamais donné le sentiment d'être père. Sa voix sortit à peine fragile, sincère. « Je ne sais pas ce que tout cela signifie, dit-il, mais je sais que nous ne sommes pas entiers sans toi. » Elle leva les yeux, non pas surprise, mais brisée, car elle avait prié pour cela autant qu'elle l'avait redouté. « Je ne voulais pas compliquer les choses, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas être dans le chemin. » Benoît fit un pas vers elle. « Tu n'as jamais été dans le chemin. Tu étais le chemin du retour. » Derrière lui, les lourdes portes de l'église s'ouvrirent. Éléonore entra toujours les perles, toujours la dignité. Mais quelque chose avait changé. Dès qu'elle vit Claire, son souffle se coupa. Une douceur nouvelle traversa son visage. Elle avança lentement ses talons, résonnant sur la pierre, jusqu'à se tenir face à la femme qu'elle avait jadis payée pour disparaître. « Je me suis trompée, » dit-elle. Pas de théâtre, pas d'orgueil, juste la vérité. Sa voix se brisa. Je croyais protéger ma famille, mais tout ce que j'ai fait, c'est éloigner la seule personne qui les aimait, sans rien demander. Elle fouilla dans son sac, mais cette fois ce n'était pas un chèque, juste une photo pliée. Les triplés sur le balcon, leurs mains dans la terre près des jeunes pousses. « Ils ont grandi, » dit-elle doucement. « Grâce à vous. » Claire regarda tour à tour Éléonore, Benoît, puis les garçons. Ce n'était pas seulement des excuses, c'était une porte qui s'ouvrait. Elle ne la franchit pas tout de suite. Elle resta à genoux, une main serrant toujours Henri, l'autre écartant les boucles de Julien de son visage. Théo sortit quelque chose de sa poche et le plaça dans sa paume, un petit dessin froissé. Les trois frères souriant, elle, au centre, leur tenant les mains. Claire le contempla longuement, puis elle hocha lentement la tête. « Je rentre à la maison. » Les garçons poussèrent un cri de joie si fort que la chapelle tout entière résonna. Mais cette fois, elle ne revint pas comme femme de ménage. Dans les semaines qui suivirent, tout ne devint pas parfait, mais tout devint vrai. Benoît vida son agenda, plus de vols de dernière minute, plus de couchers manqués. Il apprit à tresser maladroitement, à lire des bandes dessinées à voix haute avec des voix différentes, à prier à nouveau pas avec de grands mots, mais en écoutant. Éléonore resta plus longtemps lors de ses visites, non plus pour surveiller, mais pour apprendre leur rythme, offrir son aide, plutôt que son jugement. Parfois, elle demandait même conseil à Claire. Sur le balcon, les jeunes arbres grandissaient. Théo les arrosait chaque jour. Henri ajoutait des étiquettes aux bocaux. Julien peignit une pancarte. Les choses qui restent. En décembre, la maison était remplie de choses qu'aucune fortune ne pouvait acheter, le rire, le bruit, la paix et la présence. La veille de Noël, sous la lueur des guirlandes et la vapeur du chocolat chaud, Benoît se tenait devant le sapin. Les garçons sautaient autour de lui, murmurant, riant. Il se tourna vers Claire, lui prit la main. La pièce se tut. « Tu n'as pas seulement nettoyé notre maison, »
dit-il. Tu l'as guéri. Tu es resté quand personne d'autre ne l'a fait. Tu les as aimés quand je ne savais plus comment. Il s'interrompit, avala difficilement, puis se mit à genoux. On ne te demande pas de revenir à ce que c'était avant. On te demande de construire quelque chose de nouveau avec nous. Tu veux bien? Claire porta la main à sa bouche. Les larmes montèrent avant les mots. Les garçons criaient déjà « Dis oui, dis oui !» Entre les rires, les sanglots et les mains tremblantes, elle murmura « Oui, 1000 fois oui !» Et dans cette pièce, avec 3 garçons, blottis contre elle, et l'homme qui la voyait enfin agenouillée à ses pieds, Claire comprit quelque chose. Elle n'avait pas seulement changé leur histoire. Ils avaient changé la sienne aussi. Pas par la richesse, ni par le statut, mais par le fait de rester d'aimer de se choisir encore et encore. Ce n'était pas une fin. C'était le commencement d'une famille bâtie non sur la perfection, mais sur la présence.